Salut à tous, bienvenue au cœur de l'extrême. Alors cette semaine, je vous emmène au Portugal. On est ici du côté de Lisbonne qui est derrière moi. Et à l'occasion de ce voyage, on va se concentrer sur deux choses. D'abord le bodyboard, mais surtout l'homme qui est sur le bodyboard. En l'occurrence, c'est Pierre-Louis Coste, le champion du monde 2016. Il nous accueille chez lui puisqu'il vit ici au Portugal. Et on va essayer de faire un peu plus ample connaissance avec ce double champion du monde de bodyboard. Et c'est évidemment tout de suite après le générique. C'est le magasin de bodyboard. Il est un peu tôt. Ça c'est mon commodèle. De la planche et des palmes. Donc au Portugal il y a une grosse communauté bodyboard. Donc le marché est assez sain ici. Là, dans la zone on a aussi une bonne communauté bodyboard avec des vagues assez adaptées justement. Et non, je pense que les régions les plus fortes ça doit être je dirais Nazaré, Ericeira. Le nord aussi, il y a un très bon marché, plus vers Porto. Et voilà, toute cette zone à côté de Lisbonne, Carcavelos, Costa de Caparica où nous sommes actuellement. Là, il y a un bon engouement. On va déjà faire un petit check des vagues. Je n'ai pas encore regardé l'océan. Voir à peu près voir la taille qu'il y a. Ici, le spot, justement, où j'ai l'habitude de surfer, peut marcher, mais je pense que de ce que j'ai vu sur les prévisions, on peut avoir quelques vagues pas trop mal. Rien d'hallucinant, mais de quoi s'entraîner. Et hier, soit est rentré plein pot au ouest, du coup ici c'était aussi gros quasiment qu'à Nazaré. Ce qui est assez rare. Petit Nazaré. Petit Nazaré. Mais petit Nazaré, c'est relatif, il faut voir entre 2 et 3 mètres, ce qui est considéré petit. Ça reste un paradis pour nous les bodyboarders. Si je devais décrire Nazaré, en tout cas la taille que j'aime la surfer et la plupart des bodyboarders, ce serait en fait ça fait de superbes rampes de lancement. C'est-à-dire que ça arrive vraiment en V, comme on dit, ça fait vraiment un pic, droite et gauche souvent. Et ça fait vraiment comme ça se lève et on a la possibilité de partir, de faire un take-off avec beaucoup de vitesse, énormément de vitesse. Et souvent arriver sur une vague qui est donc plus petite et donc ça, comment dire, c'est comme si c'était une rampe de lancement quoi, tout simplement. On pourrait considérer, comparer avec le skate ou le FMX quand ils partent plein pot et qu'ils arrivent sur des rampes. Nous en bodyboard c'est ce qu'on recherche sur pas mal de spots dans le monde, il n'y a pas tant que ça finalement. Et au Portugal en tout cas c'est vraiment le meilleur spot justement pour tout ça. En tout cas pour tout ce qui est manœuvre aérienne c'est l'idéal. C'est le dernier spot d'ici. Entre les 2 dernières digues de la région. Et pareil, en fait ça se croise avec, donc c'est la partie qui se croise avec la rivière, Tejo. Et en fait ça crée vraiment tellement de mouvements d'eau en fait, que finalement c'est le seul endroit, parce que là vous pouvez voir que la plage elle est très très grande, mais le seul endroit où ça fait ce qu'on appelle des wedges en bodyboard, c'est-à-dire des vagues qui se croisent en droite, en gauche, et justement encore une fois de plus, idéal pour bodyboard, c'est le seul spot ici. Et ça vient du fait que l'océan se croise avec la rivière et ça crée plein de mouvements d'eau. Et ça crée, on pourra voir tout à l'heure, ça crée des vagues vraiment, vraiment sympas pour bodyboard. L'automne arrive, ma période préférée de l'année. Septembre-octobre, les swells les plus propres de l'année, les vents sont bons, les bancs de sable sur certains de mes spots préférés sont bons. L'eau est encore bonne, même si au Portugal ça va, on n'a pas trop à se plaindre. Donc là le spot où je surfe, c'est entre les 2 digues là. Donc là c'est la rivière, là, le Tejo qui va se joindre à l'océan. Et donc justement ces mouvements d'eau là qui se créent sont juste là. On voit les vagues casser au large. C'est un peu, on pourrait presque dire que c'est un peu le bordel. C'est un peu mon home spot maintenant que j'habite au Portugal. C'est le spot le plus près et un super terrain d'entraînement. Hop, je vois le jardin, le spot.
Ici aussi c'est bien, c'est que il n'y a pas trop ce... Comme en France, c'est le vent qui tourne l'après-midi. Souvent le vent, une fois qu'il est établi, il change pas. Alors avant toute chose, Pierre-Louis, merci de nous accueillir chez toi ici au Portugal. Donc on est à Costa, tu vas dire le nom du Costa de Caparica. Exactement. Qu'est-ce que tu fais là au Portugal? Donc la première raison, donc des raisons de cœur, hein, tout simplement. Ma femme est portugaise et donc j'ai décidé de faire ma vie ici, tout simplement. En plus des raisons de cœur, il faut quand même avouer que le Portugal est quand même, je dirais même le meilleur endroit en Europe pour s'entraîner, que ce soit en surf ou en bodyboard, hein, tout simplement. Et comme tu viens de le dire, c'est vrai qu'il y a 3 étapes du World Tour. Et donc, pour moi, ça fait des économies au niveau des dépenses. Mais non, le Portugal investit énormément dans le surf et dans le bodyboard. Je pense que ça vient du fait que tout le Portugal est basé sur le littoral, tout simplement. Donc, la capitale de Lisbonne et les autres grandes villes comme Porto sont quand même directement liées à l'océan. Du coup, c'est quand même assez facile dans la recherche de partenaires. Un peu plus facile qu'en France quand il faut aller à Paris chercher, faire des démarches. Et justement, en France, l'impression que j'ai, moi, c'est que le bodyboard est, sinon passé de mode, mais en tout cas à la recherche d'un second souffle. Ici, j'ai l'impression que c'est encore très très vivace. Oui, il y a une communauté énorme ici au Portugal, hein, il faut l'avouer. Ici, tout le monde connaît les champions nationaux de bodyboard portugais et en France, beaucoup moins. Puis ça vient aussi des vagues. Il faut dire que les vagues sont quand même assez exceptionnelles ici et qu'il y a beaucoup de vagues adaptées uniquement à la pratique du bodyboard. Est-ce que tu sens que la pratique du bodyboard est en train d'évoluer? C'est-à-dire dans plein d'autres sports, on voit une influence du skateboard, ça se voit en surf notamment. Est-ce que c'est quelque chose aussi une espèce une génération new school qui amènerait une ride un peu différente en bodyboard? C'est quelque chose auquel tu assistes toi ou pas? Complètement, effectivement. Il y a aussi une évolution en bodyboard. Il suffit de comparer les dernières années et ce que font maintenant les compétiteurs. Le niveau a énormément évolué. Maintenant, la panoplie de manœuvres est quand même assez restreinte. Mais quand même, on commence à voir des gens qui essaient un peu de sortir justement de cette panoplie, commencent à innover. Et l'innovation est tellement importante dans les sports de glisse. Ça reste la base quand même de tout. Et que, après, de voir ça en compétition, c'est plus compliqué. Mais on peut voir dans certaines vidéos beaucoup d'innovations. Notre influence, elle vient peut-être du motocross, où on voit quand même des manœuvres assez impressionnantes. Et après, je pense que même le bodyboard inspire après d'autres sports. Je pense que ça a été le cas dans le surf. On a vu que les bodyboarders inspirent certains surfeurs. Et je pense que on est en constante évolution. Quelques nouvelles manœuvres, par exemple, moi j'y pense. J'essaie en free surf de les réaliser, mais ce qui est compliqué dans le surf et le bodyboard, c'est que c'est pas comme dans le skate ou le snow où la rampe elle est là, elle bouge pas et on peut essayer autant de fois qu'on veut. C'est-à-dire que nous, des fois, on aura une chance dans la session et il faut pas la louper. Donc qu'est-ce qu'on fait? On assure pour la vidéo avec une super manœuvre ou on tente quelque chose et peut-être complètement foirer la section. Donc c'est pas évident. Quand tu dis que c'est le motocross qui serait une des inspirations du bodyboard, tu penses à quoi exactement? Je pense par exemple le double backflip. Maintenant, ils en sont. D'accord, donc le FMX. Le FMX, ouais, par exemple, comme on voit le double backflip qui a été réalisé il y a longtemps. Maintenant, il passe au triple, certains, c'est fou quoi l'évolution. Après, on voit des no hands backflip. Je pense que ça, j'ai essayé d'y travailler. Je pense que c'est possible aussi, même si ça reste pas très fonctionnel. Ouais, maintenant, même les front flips, ils arrivent à faire. Je pense qu'il y a beaucoup à s'inspirer dans le FMX. Ton année, tu l'as prise avec pas mal de recul après ce deuxième titre de champion du monde. Maintenant, est-ce que tu es sur des objectifs un peu plus personnels? Cocher les cases justement des compétitions que tu n'aurais pas réussi à gagner, faire évoluer ton sport, ou éventuellement te concentrer plus sur des vidéos, des choses comme ça. C'est quoi ton état d'esprit sur cette saison? J'étais très content de pouvoir gagner un deuxième titre parce que pour moi, c'est important de confirmer un exploit. C'est-à-dire que le premier titre, il a été gagné. Maintenant, si la personne n'arrive pas à en regagner un derrière, peut-être que c'était un coup de chance. On peut penser ça comme ça, même si ce n'est pas vraiment vrai. Mais bon, c'était un état d'esprit que j'avais et je le voulais vraiment, le deuxième titre. En sachant que j'allais être papa en 2017 et que j'allais louper beaucoup d'étapes du tour, je me suis lancé dans ce projet de travailler beaucoup sur un film. J'en ai profité d'avoir pu gagner ce deuxième titre mondial et d'avoir le soutien de mes sponsors pour cette année 2017. On va essayer de se concentrer sur le film. Et puis faire les quelques étapes qui sont à la maison. Donc c'est pour ça que j'ai fait qu'un voyage cette année. Je suis allé seulement
au Chili. Je ne suis pas allé à Tahiti, je ne suis pas allé au Brésil. Donc j'ai loupé beaucoup d'étapes. Mais ça vient du fait que je veux me concentrer, un, sur ma vie de famille, et deux, sur ce projet de film. Parce que j'ai l'impression que maintenant j'ai une responsabilité envers mon sport. Parce que le bodyboard m'a tout donné. M'a offert une carrière sportive, m'a fait découvrir des personnes fantastiques. J'ai rencontré ma femme grâce à ce sport. Donc voilà, le bodyboard m'a tout donné. Et voilà, aujourd'hui j'ai envie de, presque offrir un cadeau, envie de remercier le bodyboard. Et j'ai trouvé que cette option de faire un film et donc donner de la publicité au sport, c'est ce que j'avais envie vraiment de faire. Ce qu'on va essayer de faire, c'est vraiment essayer de retracer un parallèle entre l'histoire du bodyboard et ma carrière sportive. Les étapes importantes de ma carrière et ces étapes justement qui ont une importance en fait dans la vie de tous les bodyboarders. Et ce film, donc, il est prévu à quelle époque ? Le but, c'est de le sortir fin d'année prochaine. D'accord, donc fin 2018. Fin 2018. D'accord. Eh ben, comme c'est un film qui retrace ta carrière, ce qu'on va faire là, on va regarder d'un peu plus près ta carrière, si tu veux bien, avec quelques trophées que tu as ici chez toi au Portugal, histoire d'avoir peut-être une vue d'ensemble de cette carrière qui commence à être bien longue et bien remplie. Et puis après, on va aller à l'eau. Le plus récent, c'est une victoire au Chili, sur le spot d'Arica. Donc un spot assez intimidant, on va dire. Et donc une victoire spéciale. Et pourquoi ? Parce que déjà, ça fait 10 ans que j'essaie de la gagner. Et donc ça commençait un peu à être frustrant de ne pas avoir réussi à la remporter. Et le deuxième côté spécial, c'est que notre petit garçon est né 3 semaines avant cette étape. Donc c'était pas forcément sur le planning, on va dire, de participer à cette étape. Cette année, je voulais vraiment me concentrer sur la naissance de notre enfant et passer le plus de temps possible avec ma femme. Et notre petit bébé, j'ai donc fait l'impasse sur plusieurs étapes et j'ai juste fait un aller-retour au Chili pour faire cette étape. Et on va dire que sur les 10 ans, c'était peut-être l'année où j'étais le moins bien préparé. Et finalement, ça a été la bonne. Une victoire qui restera gravée dans ma mémoire pendant très longtemps. Celui-ci, c'est mon trophée de champion du monde 2016, donc mon deuxième titre mondial. Aussi un titre qui a été gagné sur la dernière étape. On a eu des vagues incroyables aux Canaries justement où s'est terminé le tour. Des vagues qui sont complètement adaptées pour le bodyboard, des vagues, il y avait environ 3 mètres. Et pour l'anecdote, je me suis cassé une côte en m'entraînant pendant cette compétition. Et donc j'ai réussi quand même à remporter le titre. Ça a beaucoup joué sur le mental finalement, sur les derniers moments. Content de gagner ce deuxième titre quand même, de confirmer le premier, parce que ça faisait 4 ans que j'avais pas réussi à rééditer l'exploit, on va dire. J'ai fait beaucoup de deuxièmes. J'ai fait deuxième en 2014, 2015, donc vice-champion. J'avais peur que ça reparte en vice-champion en 2016, mais j'ai réussi à le décrocher. Ensuite on a le trophée que je pense tout surfeur, on va dire tout surfeur, c'est-à-dire, quand je dis surfeur, c'est-à-dire une personne qui donc ride des vagues, que ce soit un body surfer, un bodyboarder, un longboarder, un surfeur, en gros. Et je pense que le rêve ultime, c'est quand même de gagner à Hawaï, de gagner sur la vague mythique qui est Pipeline, que ce soit dans comme je le dis, dans n'importe quel domaine. Et donc ça c'est un peu l'étape que je voulais gagner. On va dire quand j'ai commencé le bodyboard, même avant de penser à être champion du monde, c'était Hawaï, Pipeline, gagner Pipe, gagner devant Max Stewart, c'était des rêves un peu fous, hein, mais avec beaucoup de travail, d'acharnement et d'entraînement. J'ai fait pareil, hein, c'était ma 10e saison à Hawaï, donc c'est pas arrivé du jour au lendemain. Mais une étape que je voulais gagner à tout prix. Je pense qu'elle a autant de valeur cette étape que pour moi un titre de champion du monde. Et d'avoir pu remporter une compétition à Pipeline et de mettre mon nom sur la liste des vainqueurs sur cette vague mythique, mais pour moi ça sera peut-être un des meilleurs exploits de ma carrière. Donc, mon premier titre de champion du monde et un exploit pour moi parce que j'avais 21 ans. Et la différence c'est que en 2011, j'étais prétendant, mais avec mes idoles. C'est-à-dire que j'étais sur la dernière étape en course avec Jeff Hubbard, Guillaume Tamega et Ryan Hardy. Donc pour moi, mes trois idoles, chacun d'une région différente et
d'arriver sur cette dernière étape avec juste une chance de pouvoir gagner le titre, même si c'était mal parti parce que Jeff Bardawaya avait une énorme avance. Voilà, ça restait quelque chose que voilà, je ne pourrais jamais répéter. C'est surtout aussi le fait de l'avoir gagné vraiment sans être favori, vraiment. C'est-à-dire qu'il restait cette dernière étape et Jeff était tellement loin devant que même en ayant perdu tôt, il fallait encore que j'aille en demi-finale et j'ai réussi. Donc voilà, pour moi ça reste voilà, mon premier exploit dans ma carrière sportive et voilà, ce premier titre, il aura toujours une valeur que les autres n'auront pas. C'est un petit village de pêcheurs qui s'appelle Cova do Vapor. C'est assez marrant, c'est vraiment typique portugais, je pense, des années, il y a quelques années. On a l'impression un peu de revenir un peu dans le temps, ici. J'aime bien ce côté-là. Mais n'empêche, il y a quelques petits hôtels qui s'ouvrent, tu vois, ici, et ça marche vraiment bien. Genre celui-là, les gens aiment bien, les gens recherchent ça. Tu le considères comme un local ici ou pas? Ouais, quand même, ouais. On n'en voit pas. Normalement, je me pose sur la digue. Je regarde un peu les vagues, je me change. On fait des tests avec certains produits. Des fois, on les fait tester aux riders. Des fois, on donne notre avis, on donne un retour. Ça fait partie de mon travail, c'est de donner un retour sur les produits. Par exemple, là, l'évacuation d'eau dans les palmes. Sur certaines palmes, on a remarqué que ou alors trop d'eau restait bloquée, ou le sable tout simplement. Donc il fallait créer un juste milieu. Sachant que si l'ouverture est trop grande, la palme peut s'enlever quand il y a trop d'eau dedans. Enfin, il y a plein de petits détails comme ça qui, voilà, on essaie de créer le meilleur produit possible. Là, on peut voir que les palmes que j'utilise sont asymétriques et certains préfèrent symétriques. Moi, personnellement, je préfère comme ça. C'est aussi une question d'esthétique. Hein. C'est vrai qu'il y a un côté très fashion dans le bodyboard. Ces couleurs-là, c'est mon pro modèle, c'est les couleurs que j'utilise et qu'on vend sur le marché. Toutes mes planches sont des rails blancs. Ouais. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on reconnaît du coup à mes planches, c'est-à-dire c'est le double rail blanc. Le rail blanc, comme vous pouvez voir. C'est donc assimilé aussi par Yamon, on sait que c'est ma planche. Il y a le polypro, le polyester. En ce moment aussi, il y a un matériel qui s'appelle le NRG, c'est un matériel plus souple. Il y a aussi un système de stringer, c'est-à-dire que pour l'instant, sur cette planche en particulier, j'ai 2 stringers qui sont donc bloqués. Mais il y a aussi un système qui est assez à la mode en ce moment qui s'appelle le ISS, c'est-à-dire qu'on permet de changer les stringers. Le stringer, c'est comme une barre qui est à l'intérieur de la planche faite en carbone et qui permet de solidifier la planche. Donc comme il y a 5 stringers à la vente différents, ça vient du plus mou au plus rigide. Donc personnellement, moi ce que je recherche maintenant, c'est vraiment les planches les plus rigides possibles. C'est pour ça que sur cette planche, en tout cas, je n'utilise pas ce système de stringers interchangeables. J'utilise 2 stringers dans ma même planche qui partent du tail, donc c'est la partie basse de la planche, au nose, qui est la partie supérieure. Ce que je recherche dans le bodyboard aujourd'hui, c'est vraiment d'aller le plus vite possible. J'ai remarqué que plus la board est rigide, plus je vais vite. Et même si des fois ça peut être gênant, quand les vagues sont trop creuses ou les vagues sont trop grosses, ça peut être gênant, mais voilà, je compense ce côté négatif avec vraiment le positif d'aller vite quand il faut. Alors là, je suis en train de vivre un gros moment de solitude en fait parce que j'essaye de filmer Pierre-Louis
dans l'eau, mais je suis à contre-jour. Il y a énormément de bodyboarders dans l'eau, il y en a peut-être 30, 40, 50. Et tout ce que je vois en fait c'est une petite tête et des épaules. Enfin je vois plein de petites têtes avec plein de petites épaules qui dépassent de l'eau. Et je vois pas du tout où il est, donc j'essaie de filmer tous les mecs qui partent sur des vagues. En me disant, en espérant qu'il soit dans l'eau, parce que le seul moment où j'arrive à le reconnaître c'est quand la planche sort de l'eau parce qu'il fait un backflip ou un el rollo ou ce genre de figure, sauf que parfois il y a deux mecs qui partent en même temps et si je choisis pas le bon, c'est compliqué. Je pense que la prochaine fois que je vais filmer Pierre-Louis à l'eau, je mets un truc fluo sur la tête, un GPS, quelque chose. Ah, c'est compliqué. Vraiment pas mal quoi. Là les bancs de sable sont presque parfaits. Hein. Ça bouge beaucoup ici, là, souvent avec les swells, surtout à cette période. Et là comme il n'y a pas eu de vagues depuis longtemps, le sable s'est vraiment mis en place. Et donc bonne session ouais. C'était cool. Bonne session d'entraînement là avant Nazaré qui débute demain. Je te promets rien, je sais pas trop ce que j'ai filmé. On verra ça au montage. C'est cool. Alors Pierre-Louis, qu'est-ce qu'on a sur la table? Alors là on a une salade de poulpe qu'on dit salada de polvo au Portugal, que j'apprécie énormément. Donc à la mode portugaise avec des piments, beaucoup d'huile. Hein. L'huile d'olive est quand même très connue ici au Portugal. Et un fromage de chèvre, donc en portugais queijo de cabra. C'est des palourdes abiompato, c'est-à-dire en portugais c'est ameijoas abiompato. C'est donc des palourdes avec encore une fois de l'huile d'olive, de la coriandre et de l'ail. Donc c'est une sauce que j'adore. Je suis tombé amoureux de cette recette la première fois. Ovos farinheira, c'est une omelette en fait mélangée avec comme une sorte de chorizo en fait. Mélangé avec ça à la poêle, c'est très bon aussi, c'est succulent. Mais je préfère ça. Et donc là on a bien mangé, c'était excellent. Petite spécialité portugaise avec vue sur la mer. Et du coup on va essayer de retourner au surf shop où on était ce matin et qui était fermé, histoire de voir un petit peu, un peu la façon dont Pierre-Louis est mis en avant aussi ici. Il y a quand même son visage sur les murs du surf shop. Du bodyboard shop. Du bodyboard shop, pardon. Son visage sur les murs du bodyboard shop. C'est un peu pareil. Enfin, oui, c'est pareil. Tu surfes. Exact. Avec un body. Ouais. Tu utilises le verbe bodyboarder? Non. Ah. Et non. C'était normal d'afficher le visage de Pierre-Louis, c'est un membre important de la communauté bodyboard. Il vit au Portugal, à Costa do Caparica. Il a une bonne image. Pierre-Louis, pour moi, c'est un local, ouais, carrément. Et donc, après ce merveilleux repas et cette petite balade dans le bodyboard shop, et pas le surf shop, on va peut-être faire un petit point là sur ce qui te reste à jouer, à gagner cette année. Tu as fait très peu d'épreuves. Votre calendrier, en fait, c'est les 5 meilleures épreuves de l'année. Oui. Pour l'instant, tu n'as participé qu'à 3 épreuves. Oui. Et il te reste 2 épreuves à faire. Elles sont les 2 dernières de la saison et c'est aussi parmi les plus grosses. C'est-à-dire qu'il y a Nazaré et il y a aussi Fronton qui est la vague du bodyboard. Clairement, tes objectifs, c'est d'y aller plein pot et de tout gagner? En fait, chaque compétition que je participe, je crois que l'objectif est quand même de la gagner. Donc ce serait mentir de dire que je ne vais pas essayer d'être à 100% et de remporter les étapes. Donc sachant que j'ai commencé vraiment l'année en ne pas trop me prendre la tête, on va dire, et de mettre le titre mondial comme seconde, voire troisième priorité cette année, je suis quand même conscient que mathématiquement mes chances sont encore possibles, donc pourquoi pas essayer d'attaquer ces 2 dernières épreuves à fond. Donc ce qu'on va faire maintenant, je vais te laisser un peu tranquille parce qu'aujourd'hui je t'ai quand même
bien collé. Demain, c'est le début de l'avant-dernière étape, donc à Nazaré. Et je te propose qu'on se retrouve là-bas demain matin, histoire de prendre un peu la température. Oui, je pense que c'est faisable. Écoute, si la compétition est lancée demain, s'il lance le main event comme c'est prévu, bah écoute, on se voit demain à Nazaré. Ok, bah à demain alors. Pierre-Louis Coste is the face of the sport. Pierre-Louis Coste, c'est le visage du bodyboard en ce moment. His talent. Il est super talentueux, il a gagné 2 titres mondiaux déjà. Son premier titre, il était super jeune et il a construit sa carrière sur ses victoires. Et il est très beau et du coup sa carrière a explosé autour du sport en rayonnant dans d'autres sphères culturelles. Son visage est devenu de toute façon la chose la plus populaire dans le bodyboard aujourd'hui et surtout depuis son dernier titre l'année dernière. In the present time, and since his last world title last year as well. Tout juste arrivé donc ici à Nazaré, je suis tombé sur Pierre-Louis qui vient de sortir de l'eau, il est plein de sable et plein de sel. Comment ça s'est passé ta première série donc de cette avant-dernière épreuve de l'année? Donc pour l'instant, la première série s'est plutôt très bien passée. J'ai gagné ma série, donc je passe directement au tour 3 et évite le tour 2 qui est quand même très dangereux. Et donc plutôt satisfait, j'ai réussi à avoir 2 vagues excellentes, donc bonne entrée en compétition. Bon, c'est que le premier tour, on va pas s'enflammer non plus, mais en tout cas, voilà, je suis plutôt satisfait. Là, les conditions sont un peu justes pour du Nazaré, donc c'est du short break qui part un peu dans tous les sens, c'est ça? Alors le problème de cette année, pour l'instant, c'est les bancs de sable. C'est-à-dire qu'il y a une dune qui s'est créée cet été et qui normalement disparaît en début septembre, début octobre avec les gros swells, mais on est encore justement en attente. On attend qu'il y ait un gros swell qui remette tout en place. Et donc le problème, c'est que ça marche que à marée basse. Et en plus, c'est vrai qu'au niveau prévision, ça aurait pu être mieux, mais heureusement que Nazaré quand même capte assez la houle. Du coup, on a quand même quelques petites vagues et voilà, on peut quand même se débrouiller. Merci Pierre-Louis. On va suivre tout ça sur internet, sur le site de l'APB, donc qui est l'association qui organise ce World Tour. Et puis, on te souhaite une très bonne chance. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine au cœur de l'extrême. You.